Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Les textes recueillis dans l'immigration maghrébine dans la littérature française sont présentés dans l'ordre chronologique, compte tenu de l'année de la première édition des ouvrages dont ils sont extraits, de 1953, le temps de Pharaon où les expatriés partent seuls et pour une période limitée à 2010, le temps où les fils et les filles sont définitivement installés en Europe. Parmi les 34 auteurs, 20 écrivains, 14 écrivaines, représentés dans la présente anthologie, 7 sont d'origine non maghrébine. Outre Émile Ajar, La vie devant soi 8, JMG. Le Clésio, Désert 13 et Michel Tournier, La goutte d'or 23. Nous avons retenu 4 auteurs de romans destinés à la jeunesse, Michel Grimaud, Bernard Barocas, Marie Ferraud, Franck Andria. Environ les 2/3 des écrivains maghrébins, 19 sur 29, sont d'origine algérienne. 4 sont marocains, Driss Kraibi, Les Boucs 2, Tahar Benjeloun, La réclusion solitaire 7, La plus haute des solitudes 9, Leila Wari, Zeida de Nulle part 20, Mina Walde Eladj, Titapel Aïcha, Page Ousfaïn 42. 2 sont tunisiens, Slaedine Biri, L'espoir était pour demain 14, de Nulle part 36, et Les Béji, L'œil du jour 19. Leila Sebar, Sherazade 17 ans, brune frisée, les yeux verts 15, Parle mon fils, parle à ta mère 17, Tassadit Timache, une fille sans histoire 32, sont algériennes par leur père, françaises par leur mère. Antoinette Benkeroun Kovlet, gardien du seuil 30, est marocaine par son père, française par sa mère. À part Pharaon, né en 1913, assassiné en 1962, et Driss Kraibi, né en 1926, tous les auteurs maghrébins cités sont nés entre 1941, Rachid Boudjedra, Leila Sebar et 1961, Ferroudja Kessas, Nini Soraya. La plupart de ces écrivains, enfants d'ouvriers immigrés, appartiennent à la génération Beurre comme l'indique le titre de plusieurs de leurs ouvrages. Les Beurre de Seine 26, Beurre Story 35, Ils disent que je suis une beurrette 37, Née en France, Histoire d'une jeune beurre 33. Rares sont ceux qui, comme Malika Mokedem, sont arrivés en Europe comme étudiants et qui eux-mêmes expatriés, ne sont pas issus de l'immigration. Une dizaine d'entre eux sont nés en France. Aklit Adjer Paris, Mehdi Lalaoui, Argenteuil, Sakina Boukedena Mulhouse, Antoinette Benkeroun Kovlet Nancy, Tassadit Timache, Argenteuil, Ferroudja Kessas Paris, Nini Soraya, sud de la France, Aïcha Benaïssa dont l'autobiographie s'intitule « Née en France ». Les autres sont arrivés en Europe, soit enfants, Nasser Ketan 3 ans, Djoura 5 ans, Leila Wari 7 ans, soit adolescents, Mina Walde Eladj 11 ans, Leila Sebar 17 ans, Slaedine Biri 18 ans. Parmi les auteurs cités, nous trouvons des intellectuels confirmés, Mohamed Khelil, docteur en sociologie, Ele Beghi, professeur à l'université, Malika Mokedem, neurologue, dont plusieurs sont issus de l'immigration, Azouz Begag, chercheur au CNRS, Nasser Ketan, médecin. Ali Galem est cinéaste, Djoura chanteuse, Leila Sebar enseignante, Aklit Adjer journaliste. Mehdi Cherif travaille en usine. Ahmed Kalouaz, qui était lui aussi ouvrier, est à présent animateur culturel. Slaedine Biri a fait tous les petits métiers, balayeur, coursier, plongeur. Selon leurs propres témoignages, Mehdi Charef, Mustapha Wright et Mounsi ont connu la prison. Bien que l'immigration maghrébine soit présente dans tous les genres littéraires, certains d'entre eux ont été pour des raisons pratiques écartés du présent ouvrage. La poésie et le théâtre, la littérature enfantine et la bande dessinée. Outre 2 études Tahar Benjeloun, La plus haute des solitudes 9, Mohamed Khelil, L'exil kabyle 12, et un essai Mounsi, Territoire d'Outreville 39, notre anthologie présente tout un éventail de récits. Loin depuis la fiction la plus pure, Driss Kraibi, Les Boucs 2, Rachid Boudjedra, Topographie idéale pour une agression caractérisée 6, Tahar Benjeloun, La réclusion solitaire 7 et la mise en scène littéraire d'un fait divers authentique, l'assassinat de Habib Grimzi, Ahmed Kalouaz, point kilométrique 190-24. Moins jusqu'aux récits les plus explicitement autobiographiques, Mustapha Wright, Palpitations intramuros 27, Sakina Boukedena, Journal Nationalité, Immigré 29, Djoura Le voile du silence 34. La plupart des œuvres présentées comme romans ont de manifestes consonances autobiographiques. Les aventures du jeune Azouz, héros du roman Le Gon de Shahaba 25, ont été vécues par son auteur homonyme Azouz Begag. Si Mehdi Charef a dédicacé son roman, Le thé au harem d'Archi Ahmed XVI, à sa mère, c'est qu'il y a mis énormément de lui-même.
Le héros du roman, Le sourire de Brahim, 22, que Nasser Ketan dédie à ses parents pour que jamais la mémoire ne devienne souvenir, se confond avec l'auteur lui-même, lui aussi marqué par la mort de son petit frère, lui aussi devenu médecin. Mehdi Lalaoui a servi de modèle au héros de son roman, Les Beurs de Seine, 26. De même, Tassa dit image pour son héroïne Lil Lila, fille d'un couple mixte, qu'elle nous présente dans son roman Une fille sans histoire, 32. Dans son roman L'Interdite, 38, Malika Mokdem s'identifie avec son héroïne Sultana, qui, comme elle, fille de parents illettrés, a étudié à Oran et est devenue médecin à Montpellier. Plusieurs auteurs n'ont aucune prétention littéraire. Mustapha Wright, à la première page de son ouvrage, Palpitations intramurose 27, s'en excuse explicitement. Aïcha Benaïssa, c'est son pseudonyme, a confié son histoire, née en France 33, à un nègre. Ali Galem a laissé à des amis la toilette stylistique de son livre, Une femme pour mon fils 11. Dans la présente anthologie, la présentation des textes ne comporte pas de résumé des ouvrages dont ils sont extraits. Elle ne comprend pas davantage de biographie ou de bibliographie des auteurs. Elle se limite généralement à ce qu'en dévoile leur éditeur en 4e page de couverture. Les phrases ajoutées au texte et imprimées en italique, lorsqu'elles s'avèrent indispensables pour la compréhension du récit, sont de la rédaction. Le compilateur s'abstient de tout commentaire littéraire ou sociologique. Son travail se réduit à un double choix. Le choix des auteurs dans la limite des ouvrages auxquels il a eu accès, certains sont quasiment introuvables. Le choix des extraits selon l'unique critère immigration, qui peut ne pas être le thème principal de l'ouvrage. Le lecteur remarquera l'apparition chronologique de différents thèmes relatifs à l'immigration, par exemple dans les premiers textes, la solitude affective de l'immigré séparé des siens 2, 5, 6, 8, 9, 14. Dans les derniers textes, les relations amoureuses entre jeunes maghrébines et jeunes français 31, 33, 34, 35. Un des thèmes les plus fréquemment évoqués aussi bien dans les premiers que dans les derniers textes est l'expérience souvent désenchantée du retour ou d'une visite au Maghreb. 1, 3, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 28, 33, 36, 38. Plus rare est la description du départ du Maghreb et de l'arrivée ou du retour en France. 1, 5, 12, 14, 16, 18. Une table analytique inclurait des sujets tels que alphabétisation 22, conflit mari-femme 11, 27, 30, 32, 34 et parents-enfants 15, 29, 34, 35, éducateur 11, 22, 25, 37, fugue 15, 17, 20, 33, 37, libération de la femme 11, 30, mariage mixte 1, 3, 15, 27, 35, nouveaux arrivés 18, pieds noirs 22, 25, pratique religieuse 17, racisme 14, 18, 35, vie associative traditionnelle 22, violence 39. Pour la plupart des auteurs, nous renvoyons à leur présentation dans l'ouvrage de Monique Lebrun et Luc Colès, La littérature migrante dans l'espace francophone, Belgique, France, Québec, Suisse, publié dans la collection Proximité didactique au EME en 2007, par exemple Mounsi, LM 61. Nous tenons ici à remercier Colette de Pierrepont pour son aimable collaboration. Elle a noué de nombreux contacts avec les éditeurs et ou les auteurs, ce qui a permis à cette anthologie de voir enfin le jour. Par ailleurs, elle a assuré la relecture attentive et la mise en page de ce volume. 1. La terre et le sang. Fils d'un paysan qui a travaillé comme mineur en France, Mouloud Feraoun est né à Tizi Ibel, Grande Kabylie, en 1913. Il est mort en 1962, assassiné par un commando de l'OAS à El Bira près d'Alger. Il doit son succès littéraire à son premier roman, largement autobiographique, Le fils du pauvre 1950, dont le héros est comme il l'a été lui-même, instituteur. Dans La terre et le sang, Seuil 1953, 254 pages, il met en scène un jeune émigré kabyle, Amer, le fils de Kassi et de Kamouma, qui retourne au pays au début des années 20 avec sa femme française Marie alias Madame. Sa qualité de nouveau durera ce que durent les fêtes. Il est pour l'instant un objet de curiosité, à la djemma ou au café. Chacun veut tenir conversation avec lui, on est souriant, poli, intéressé. C'est ainsi que les derniers arrivants sont toujours reçus. Néanmoins, à travers les politesses, les plaisanteries et les demandes de renseignements d'allure discrète percent chez tous l'intention d'apprendre ce qu'on est avide de savoir. Le revenant a-t-il, oui ou non, rapporté de l'argent ? On le tâte, on le jauge, on l'estime,
Et en attendant de déterminer le degré de considération qui lui est dû, proportionnellement à sa bourse, on reste aimable et affectueux. Les plus malins sont fixés, rien qu'à voir les réactions qu'ils provoquent. Ils lisent dans les yeux. La façon de répondre aux compliments constitue un aveu. Celui qui se fait doux, humble, qui va au-devant des gens pour leur baiser la tête n'a rien rapporté. C'est sûr. Mais quand il voit le monsieur accepter fermement les hommages, parler haut, répondre par des banalités à des expressions d'intérêt sciemment exagérées, alors celui-là mérite le respect, il n'est pas revenu les mains vides. On tient rarement compte du costume ou de l'importance des bagages de celui qui arrive de France. Cela ne veut rien dire. Ce qui compte, ce sont les billets qui se dissimulent très bien dans des vestons ou des blouses élimées. 14. Lorsqu'il était à Paris et qu'il lui arrivait parfois de songer à son village, il imaginait ce village comme un petit point insignifiant, loin au-delà des splendides horizons, un coin sauvage, obscur et malpropre, où se terraient des êtres connus, pitoyables, que l'imagination enlaidissait jusqu'à les rendre grotesques. Et le voilà, à présent, parmi eux. Et chose curieuse, il s'y sent bien. Il n'est pas dans un pays de mauvais rêves. C'est l'autre pays, celui qu'il vient de quitter, qui est lui, imaginaire et l'écrase de sa magnificence. Il voit bien maintenant qu'il était tout petit là-bas, minuscule. Ici tout est à sa mesure, les hommes et les choses. Il se sent important, capable d'agir, de créer, d'occuper une place. Pourquoi a-t-il oublié son village? Pourquoi n'a-t-il pas songé à ses champs, sa maison, sa famille? Il a oublié amis et ennemis. Il a disparu des mémoires. Son père fut enterré par d'autres, sa mère a cessé de l'attendre. Il a toutes ces choses à se reprocher. 15 à 16. Voilà 15 ans qu'il est parti. Mon Dieu, oui, comme tous les autres. C'était un matin de printemps au mois de mars, peut-être. Il quitta Camouna et Cassis les larmes aux yeux car les paroles qui l'accompagnaient étaient touchantes, toutes de tendresse, d'espoir. Il était jeune et robuste, avait fréquenté l'école, ne flânait pas à l'ouvrage. Il pouvait abandonner ses travaux kabyles, apprentissage ingrat, et aller gagner gros à l'usine. On ne pouvait le garder plus longtemps. Il avait hâte de s'envoler. Ses parents avaient hâte d'avoir eux aussi leur absent, c'est-à-dire leur soutien. Ils furent bien déçus, les parents. Finalement, cela se passa pour eux de la même manière que s'ils avaient perdu leur unique enfant. 16 à 17. Comment Marie fut-elle accueillie par la gent féminine? En général, les plus jeunes se préoccupèrent à propos de Madame, de critiquer la facilité des mœurs et les habitudes des Françaises pour ternir un peu sa beauté. Mais les vieilles furent plus compréhensives car elles ne se soucièrent même pas de savoir si elle était musulmane, et si elle pratiquait le jeûne. Celles qui se posèrent la question se dirent que le Ramadan était encore loin. Dans l'ensemble, on peut affirmer que Madame fut reçue avec beaucoup de sympathie car une femme a toujours pitié d'une autre femme. Il semble même que la femme de chez nous soit encline à la sympathie, mieux que beaucoup d'autres. Chez nous, la femme est vraiment le sexe faible, elle le sait et se prend en pitié. Elle qui est sensible, la vie la contraint à l'insensibilité, certaines partagent le lit avec une rivale officielle, d'autres sont condamnées au célibat et à la chasteté, et nombre d'entre elles sont tenues d'accepter celui qu'elles n'ont pas choisi, fût-il vieux, difforme ou vicieux. Elles se soumettent, étouffent la voix du cœur. Il leur reste avec une déception parfois sans borne, non le dégoût qui empoisonne l'existence, mais une espèce de scepticisme qui leur fait supporter leur sort et absoudre par avance tout acte de rébellion auquel peut se livrer l'une des leurs. 37 à 38. Extrait de La Terre et le sang, de Mouloud Feraoun, copyright édition du Seuil 1953, N. Col. Point Grand Roman 2010. 2. Les boucs. Né à El Jadida, Maroc en 1926, Driss Kraibi arrive à Paris en 1945 pour y étudier la chimie. Il épouse une Française, il est père de 5 enfants, il habite l'Île-Dieu. Son premier roman, Le passé simple 1954, violent réquisitoire contre les traditions et la tyrannie du père de famille, fait scandale au Maroc. Dans son roman, Les boucs, de Noël 1955, 182 pages, RE accent aigu E accent aigu D. 1976-1989, il dénonce l'exploitation des immigrés et leur désillusion en terre étrangère. Un petit berbère cirait des souliers à Beaune. Ils étaient noirs et appartenaient à un prêtre. « Moins comment t'appelles-tu » lui demanda le prêtre.
Moins Yalan Waldik, dit le berbère. Moins que fais-tu et quel âge as-tu, mon enfant? Moins je suis cireur et j'ai 10 ans. Moins dans 10 ans, que seras-tu, je te le demande? Moins dans 10 ans, je serai un cireur de 20 ans, si Dieu le veut. Le prêtre se mit en colère. Moins considère mon enfant, dit-il. Si tu étais en France, tu apprendrais déjà le latin et le grec, et dans 10 ans tu serais un homme. Longtemps, le petit berbère le regarda stupéfait. Pour la première fois il calcula, supputa, supposa. Puis il ferma sa boîte de cireur comme on ferme la porte d'un passé, et s'en alla. Il persuada son père de vendre son dernier bouc, lui expliquant qu'avec le prix de ce bouc, il pourrait en acheter 1000 en France. Et il s'embarqua vers la France. Et le prêtre dit à voix haute. Moins j'ai sauvé une âme, 189 à 190. Quelques planches rabotées, clouées et peintes, ça avait été la première porte ouverte de la France. Il se rappellerait toujours. Il l'avait ouverte avec une absence totale de doute. Arnaqué par le patron dès son arrivée, Waldik perd vite ses illusions. Il lui donna le mouchoir qu'avait brodé sa mère, qu'elle avait repassé du bout des doigts puis parfumé au jasmin. Il en avait fait un nœud autour de quelques pièces d'argent et de 2 ou 3 billets de banque, le dernier bouc qu'avait possédé son père. 107. Je ne dirai jamais à ceux qui sont restés en Afrique mais que travaillent comme un ténia le mirage de l'Europe, d'y expédier simplement leurs souliers, tout ce que peut faire un bico en Europe, marcher, à la recherche du bonheur. Non plus, ne leur dirai qu'un palmier dattier s'y atrophie et y meurt beaucoup moins du gel que des restrictions, d'air, de vie, d'espace, de temps, de soleil, d'amour, tout comme un enfant de la terre fait de chair, d'os et d'instinct, et de rien autre, ou Q'. Au préalable, ils y amènent leur air, leur espace, leur soleil. 92 à 93. Waldik et tant d'autres ont été leurrés. Moins oui, disait Waldik, il y a même des panneaux. Des panneaux publicitaires en la bonne vieille ville d'Alger à l'intention de pauvres gourdes d'Arabes, et qui proclament en lettres rouges et immenses que la main-d'œuvre manque en France, qu'il n'y a qu'à s'inscrire dans telle agence qui supporterait même les frais du voyage. 117. Moins écoutez, dit-il avec véhémence, vous qui étiez en Algérie il n'y a pas longtemps, est-ce que vous croyez qu'ils vont tous venir ici? Moins oui tous, dit Waldik. Tous ces jeunes qui ont des bras, un ventre et une vie et qui veulent travailler et que la misère chasse et qui ont grandi dans la foi en la France et qui ne veulent pas désespérer et qui ne veulent pas mourir. 118. Waldik décrit sa solitude. Une benne le remontait. Il roulait une cigarette et la fumait jusqu'à l'ultime bouffée, non pas qu'il manquât de tabac, mais parce que c'était la cigarette de l'adieu que tous les mineurs fumaient. Il l'éternisait, bavardant avec eux, leur parlant de lui et de son pays, leur mendiant leur sympathie d'homme. Il lui donnait une poignée de main sans le regarder, convaincu qu'il était un chien qui travaillait avec eux dans la mine, et ils partaient rejoindre leurs femmes, délassement moderne de ces guerriers modernes. Il y avait une demi-douzaine d'Arabes avec Waldik. Ils n'avaient pas de femmes, pas de lien avec le pays, rien qu'une cabane de planches noires et disjointes avec un godin qu'ils ne savaient pas allumer et des lits de camp et qu'ils fuyaient tacitement comme la peste. Car ils savaient que là, tôt ou tard, tous les soirs, la société les faisait se retrouver entre Arabes, nus les uns pour les autres, comme un groupe de naufragés sur un radeau, avec leur faim atroce de vie, et cette nostalgie de la terre africaine dont ils ne parlaient pas, mais qui les animait tous, noire et déferlante comme un raz de marée. Ils rentraient le plus tard possible. 141 à 142. Mais oui. Il y avait une ampoule électrique accrochée au plafond, munie d'un grillage anti-vol, et que le patron éteignait à volonté selon son humeur, depuis son repère là-haut. Toute autre lumière était strictement défendue. Non par le patron qui ne mettait jamais les pieds dans la cave, mais par les Nord-Africains, ils n'aimaient pas se voir leur misère, tout au plus supportaient-ils l'ampoule électrique, terne, sale et misérable comme eux. 146. Il acquiert un poste de radio. Le poste de TSF. Il l'installa un jour dans une maison en ruine où 10 Arabes l'avaient accueilli presque avec gratitude. Ils étaient tous vieux et malades, il pourrait les nourrir. Il l'avait à moitié acheté, et à moitié volé à la tire à une sexagénaire adipeuse et impotente dans une arrière-boutique. Il en installa l'antenne et la prise de courant, l'épousta avec le mouchoir de sa mère puis s'accroupit. C'était tout ce qu'il avait désiré, et il l'avait désiré longtemps.
Il tourna les boutons, capta une voix au hasard, la reconnut en un soubresaut, modifia la tonalité, augmenta la puissance. Cette voix. C'était tout ce qu'il avait désiré. La voix d'un cheikh chantant le Coran et qui lui rappelait qu'il fallait savoir mériter Dieu. Mais il y avait autre chose que les mots, et il n'avait pas besoin de comprendre. Cet incantatoire coranique qui dépassait les mots, les idées et les valeurs humaines. Maintenant il savait qu'il pleurait. Comme il savait, sans qu'il eût besoin de se retourner, que tous ces Arabes pleuraient, la face figée et les yeux vitrifiés. Comme pleurerait un arbre au fond d'une obscure cour d'immeuble ou un vieux lion dans un zoo. 146 à 147. Waldick nous présente ces immigrés désœuvrés. Ils surgirent une vingtaine autour d'eux, de vrais vétérans bicots, de ceux qui avaient 15 ou 20 ans de chômage et de hargne. Personne ne parlait, on crachait à peine, et c'était alors même un crachat silencieux. Ils têtaient des mégots minces comme des allumettes, soufflant sur leurs doigts. Ils n'avaient pas d'âge, pas de sexe, vêtus de grisaille et de brume, indistincts même de la détresse qui les entourait, à peine dissociés ou mis en relief par-ci par-là lorsqu'un mégot rougeoyait. 149 à 150. Ils avaient même été chômeurs. Ils évoquaient avec des hoquets de rire gras, cette période sociale de leur vie où ils avaient une carte de chômage, la faisaient pointer à jour fixe, percevaient une allocation de chômage. Ils en étaient encore tout étonnés. Certains même recevaient des lettres de leur douar où ils envoyaient une partie de leur allocation, un douar en liesse et en branle. Les chrétiens peinent office pour ne rien faire, et ils avaient un mal de chien à empêcher leurs correspondants de venir les rejoindre, femmes et enfants, proches et amis. Mais ce n'était plus à présent qu'un conte de fées propre à meubler une veillée, à la lueur de la lampe de pétrole. 156 à 157. Il confie à sa compagne Simone son désir de leur venir en aide. T'en souvient-il ? Je t'ai rencontré, il y a 4 ans, et mes premières paroles furent pour les bicots. Ces 300 000 Nord-Africains, moi parlant le français et sachant l'écrire, traduire leur misère, leur détresse. Je ne dis pas une cause, le mot est absurde. Mais à raison de 60 kilos par arabe, cela fait presque 20 000 tonnes de souffrance. Ce jour-là, Simone, j'ai vu tes yeux. Ils étaient humains. Ni beaux ni enthousiasmés, pas même des yeux de femme. Simplement humains. Où je crus voir comme Antoine dans ceux de Cléopâtre, toute une fuite de galères. Je me disais, si une seule paire d'yeux européens acceptait de voir mes 300 000 bicots, aussitôt finirait leur misère. 67 à 68. Une autre amie, au contraire, blâme les Nord-Africains pour leur passivité. Exploitation de l'arabe par l'européen, oui, martela-t-elle avec un rire aigu. Je les condamne, certes, ceux-là qui vous ont chassé de chez vous, ne savent plus quoi faire de vous, pas même vous prendre en pitié. Oui, je sais reconnaître que notre civilisation n'a su que vous désespérer. Oui, j'ai honte d'être une Européenne. Mais c'est vous, Nord-Africains, que je condamne le plus. Parce que vous vous êtes toujours laissé faire. Vous avez toujours été en état d'exploitation, vous aimez bien qu'on vous exploite. Mais même chez vous, même avant les Français de tout temps, vous n'avez jamais été que cela. Des bâtards d'hommes que tout le monde se passe de main en main, de génération en génération, de siècle en siècle, comme une terre, Phéniciens, Grecs, Romains, Visigoths, Vandales, Arabes, Turcs, Francs. 177. Waldick va retourner au pays. À l'aéroport, il aperçoit derrière la barrière un petit marchand de cacahuètes. Oh! Me dit l'âme du petit berbère, mon père, baise la main de mon père. Tu le trouveras assis sur une pierre au détour du chemin. Il n'a plus de terre, plus de bras, plus de foi, pour continuer de subsister de lui-même. Dis-lui que je lui ai envoyé hier un mandat de 1000 francs et que je me porte bien et que la France est un pays de cocagne. Ma mère, tu ne lui diras rien, embrasse-lui les pieds 3 fois. Et alors que l'on me poussait dans la carlingue, je me suis retourné, raidi. Et par-dessus la tête de Mac qui ricanait toujours, vers l'enfant déjà mort mais si confiant, j'ai lancé mes souliers. Il en aura tant besoin. 99 à 100. Extrait de l'e-book, de Driss Kraibi, copyright édition de Noël, 1955, 1976, 1989. 3. Les chemins qui montent. Les chemins qui montent, seuil 1957, 222 pages, RE accent aigu D.
1976, roman de Mouloud Feraoun, met en scène un nommé Amer, alias Amirouche, immigré kabyle, issu d'un couple mixte dont les parents Amer et Marie sont les héros de La Terre et le Sang, confère PP 9 à 10. Lui aussi revient de France à Iguilnezman, son village natal. Il s'éprend de sa cousine Debia, orpheline convertie au christianisme, objet de convoitise de son rival Mokrane. De mon côté, j'imagine à quel point ma longue absence a dû les soulager. Parti le fils de madame. Bon voyage, qu'il reste là-bas chez les infidèles ses oncles. J'y suis resté 4 ans. Me voilà de retour. Donc se sont-ils dit, ce jeune homme se conforme à la règle. Il ira en France et reviendra comme tous les jeunes d'ici, les jeunes, ses amis. Il continuera de nous narguer, de bousculer nos principes, de se moquer de la religion, d'entraîner nos enfants, de jouer au meneur car c'est lui qui mène la jeunesse d'Iguilnezman. Tas d'imbéciles, vous ne voulez pas de moi, je sais. Où voulez-vous que j'aille? Croyez-vous que les Français, mes oncles, veulent de moi, eux? Erreur. Demandez à vos enfants. Ils vous diront comment je me suis comporté chez mes oncles, si j'ai failli à ma nature de bico, si j'ai une seule fois donné le change, si je n'ai pas partagé les humiliations, la chambre et la soupe des gars d'Iguilnezman à Paris et ailleurs. 121 à 122. Je reviens de Paris, moi, à Mirouche. J'y retournerai sans doute. À moins que... Là-bas on ne nous parque pas, nous sommes admis partout, c'est sûr. Mais partout nous sommes des norafs. Là-bas, il y a les riches et les pauvres, il y a les bandits et les clochards, mais nous ne rentrons dans aucune catégorie. Là-bas nous sommes des norafs. Ceux qui voudraient nous aimer perdent leur temps, car l'entreprise est au-dessus de leur intelligence bornée. À eux, il faudrait dire. Vous voulez nous aimer? Une petite question, messieurs, pourquoi nous spécialement? Vous vous intéressez aux clochards, aux voyous, dites-le donc, nous en sommes. Mais ne dites pas que vous vous intéressez aux norafs. Les norafs, messieurs, n'ont rien de particulier, ce n'est pas un mal étrange, inhumain qui frappe subitement votre grande ville. Il y a des norafs comme il y a des Italiens, des Bourguignons ou des Suisses. Et j'ai bien compris que dans l'esprit de ces braves gens, le noraf est au-dessous de tout. Braves gens, votre âme saigne en nous voyant, mais nous n'avons que faire de votre pitié hypocrite. Elle part d'un préjugé écœurant et fait plus de mal que la trique. Là-bas, mes copains d'Iguilnezman ou d'ailleurs étaient fiers de moi qui jouais le jeu sans tricher. Noraf intégral. Mais nous avons tout balancé, ramadan, alcool, jambon. Nous nous étions libérés de tout, sauf du mépris des Français. Or ce mépris glissait sur nos cœurs comme les averses sur nos imperméables. Et va dans ton pays, raton. Alors, j'ai compris que j'avais un pays et qu'en dehors de ce pays je ne serais jamais qu'un étranger. Il m'a fallu 20 ans pour découvrir cette vérité subtile. Ensuite, j'ai eu hâte de partir, d'aller le revoir, pour en prendre possession, le fouler de mes pieds, emplir mes yeux de ce différent horizon, respirer son air chaud, recevoir son soleil brûlant, avaler sa poussière blanche, dévorer à pleines dents ses fruits sucrés, courir après ses filles brunes, et j'ai pris le train pour Marseille. Et le bateau pour Alger. 125 à 127. Il lui arrive de regretter de ne pas être français. Amirouche est malheureux, il n'est pas content de son sort. Bonnes âmes, il faut le plaindre, il n'a pas connu son père et il vient de perdre sa mère. Non vraiment, ce n'est pas de mon sort que je ne suis pas content mais plutôt de mon origine. Car enfin j'aurais pu ne pas naître dans ce pays maudit. Si j'étais né en France, si j'avais vécu là-bas, mené n'importe quelle vie, je crois qu'à 25 ans je n'aurais rien trouvé à redire. Je serais un homme au milieu de millions d'hommes, peut-être malheureux, peut-être heureux, un homme quoi comme tant d'autres. J'en veux à ma mère d'avoir fait de moi un Kabyle et qui a conscience de l'être, alors qu'elle pouvait s'en aller m'élever en France, m'abandonner à l'assistance, que sais-je. 154 à 155. Il en veut à sa race. Qui est-ce qui peut nous aimer, je le demande. Les Nord-Africains découragent toutes les bonnes volontés. Les braves gens qui s'intéressent à eux sont chaque fois déçus et navrés. Ils s'en détournent, la mort dans l'âme, le dégoût dans le cœur, le venin à la bouche. Alors ce bon cœur les pousse irrésistiblement à mettre en garde d'autres braves gens. Ils déclarent parler en connaissance de cause, objectivement. On les écoute et on finit par se demander pourquoi toutes les bonnes villes de France continuent d'accueillir dans leur bas quartier une graine si malfaisante. Pourquoi ils ne resteraient pas chez eux, au lieu de venir infester les pays bien polissés.
Je n'ai pas l'intention de plaider leur cause, mais s'il fallait expliquer notre situation, je dirais simplement que nous sommes une espèce de chancre. Le chancre s'installe dans les parties basses, les plus secrètes, les plus sales. Il n'aime pas qu'on le voie, mais il fuit les cadavres. La Kabylie est un cadavre rongé jusqu'au cartilage. Plus qu'un cadavre, un squelette. Il faut bien que nous la fuyions. C'est facile à comprendre. Un chancre obstiné qui va se fixer dans les bonnes villes de France. Voilà ce que nous sommes. 198. Amoureux de Débia, il redoute le mariage. Je lui dirais. Ma chérie, il ne suffit pas d'aimer pour être heureux. Nous nous aimons, mais nous serons malheureux. Regarde un peu autour de toi. Qu'est-il advenu de tous ces ménages d'Igil Nezman à qui la bénédiction de Dieu semblait promise? Il n'y a que des veuves cherchant un autre mari, des femmes délaissées qui n'attendent plus rien de l'homme, des enfants abandonnés. Et là-bas, à Paris, quelques tombes et beaucoup d'épaves. Il y a cela. Il n'y a rien d'autre. Tu voudrais que je parte et que je revienne, que je reparte et revienne encore? Tu voudrais avoir des enfants? Une grappe d'enfants à élever pendant mes va-et-vient lugubres d'oiseaux migrateurs maudits? Débia, tu es faite pour moi. Je ne dis pas non, vois-tu. Mais quoi? J'aimerais bien que tu aies un trousseau de mariée. J'aimerais bien te prendre dans un lit et non par terre sur une natte, t'offrir une table, des chaises et que tu mènes l'humble existence des filles du peuple, que tu tournes un robinet pour avoir de l'eau, que tu aies des assiettes blanches, toute une pile et que dans ces assiettes tu puisses mettre quelque chose. Puis-je t'assurer, moi, tous ces accessoires? Puis-je te garantir de la faim, du froid, te soigner à l'oréomycine, t'empêcher d'avoir des enfants ou eux, les empêcher de souffrir? Voudrais-tu que je m'embarrasse de toi? Que tous deux nous nous lancions dans la stupide aventure qui nous fera tourner en rond, dans ce pays où nos aïeux ont avant nous et jusqu'à leur mort, dansé la ronde de la faim? Mais ma chérie, tu te fanerais très vite. Tu serais une vilaine mère de famille comme les autres, je maigrirais comme les autres pères, je m'avilirais, je t'avilirais. Puis quand s'achève un châtiment, nous aurions laissé des petits qui continueraient d'expier. J'irai en France seul. Extrait de Les chemins qui montent, de Mouloud Feraoun, copyright édition du Seuil, 1957-1976. 4. Le paradis des autres. Le paradis des autres. Réédition de La Terre des autres 1973, édition de l'Amitié, 1983 GT. Rageot, 191 pages, de Michel Grimaud est paru dans une collection pour adolescents, Les chemins de l'amitié. C'est l'histoire d'Ali, un ouvrier immigré qui, après avoir enterré sa femme Djeminia en Algérie, prend avec lui son fils Jamil et revient en France, où il apprend qu'il a perdu son emploi. Moins désolé Mohamed, pas d'embauche et je n'y suis pour rien. Moins je m'appelle Ali. Moins sûr. Si ce n'est pas Mohamed, c'est Ali. Avec vous, on se trompe rarement. En tout cas, ne te tourmente pas, le travail ne manque pas dans le pays, tu finiras bien par trouver. Moins personne ne veut de moi, à cause mon fils. Moins tu as un fils? Moins oui, il attend là. L'homme se radoucit un peu et demande quelques explications. Ali raconte son histoire et l'homme l'écoute avec une bienveillante curiosité, ponctuant chaque refus maladroitement rapporté d'un « Ah les vaches » scandalisé. Ali sent que son interlocuteur n'a pas pour lui le mépris habituel. Sur la tête large aux traits énergiques, le regard n'observe pas une prudente froideur, mais se livre, participe. Alors brusquement, debout sur la terre grasse du chantier, très las, Ali, l'Algérien, abandonne un peu de son orgueilleuse réserve, sa cuirasse, son seul luxe. Il dit aussi sa solitude, le poids énorme de la solitude. Non pas celle de 2 jours d'errance où il ne peut partager son angoisse avec l'enfant, mais la solitude du déraciné, celle qui n'a pas d'âge et semble faite pour l'éternité. Moins le village, tu comprends, la terre. Ali enfonce son talon dans la glaise, il veut que l'autre comprenne. Il comprend, l'homme, il comprend. Mais voilà qu'il devient aussi rouge que son casque. La gêne, l'impression d'avoir un homme tout nu devant lui, les Arabes sont comme nous, lui n'en a jamais douté. Mais celui-là qui veut absolument le prouver. Moi au village, tout le monde comme des frères, tu comprends? Et ici plus rien, personne te veut, personne te connaît, jamais. 42-43. Ali encourage Dajmil à se mêler aux gamins du village. Moi il ne faut pas rester tout seul, va jouer avec les enfants. Moi ils ne m'ont pas dit de les suivre.
moins tu es bête. Il faut y aller, et ils joueront avec toi. Moi on ne se connaît pas encore assez, répond Jamil qui s'éloigne en soupirant. Les grandes personnes ne comprennent pas toujours. Lui sait bien que si le garçon blond avait voulu de sa compagnie, il l'aurait dit. Disparut la joyeuse impatience. Maintenant, assis solitaire sur sa margelle, Jamil sent les larmes monter irrésistiblement et comme toujours en cas de désarroi, un jeune visage consolateur revient le hanter. Dans un désir mutuel d'éviter toute blessure, Ali et son fils ne parlent jamais de Djéminia. Mais que l'enfant éprouve la moindre tristesse ou tout simplement à son esprit se trouve vacant, les souvenirs affluent, une brèche s'ouvre dans le passé où Djéminia règne, souriante, incroyablement présente et pourtant à jamais hors d'atteinte. Jamil ferme les yeux, il est de retour au douar natal. Quelques brèves paroles en arabe qu'échangent parfois Ali et ses camarades viennent renforcer l'illusion. 83-84. Moins pourquoi fermes-tu les yeux? Moins pour me retrouver chez moi. Jamil a répondu machinalement. Un sourire engourdi flotte encore sur son visage. Puis tout à coup il sursaute, surpris et dévisage son interlocuteur. 84. La conversation s'engage aisément, mais la mère de Luce ne tarde pas à rappeler sa fille. La fillette s'éloigne en courant pour rejoindre sa mère, se retourne et agite le bras en signe d'adieu. Luce n'est certainement pas unique, il doit y en avoir d'autres de son espèce. Des tas de Luce des deux sexes, tous drôles et gentils. Il suffit d'attendre patiemment qu'ils se montrent. Jamil attend donc avec sérénité, et la matinée passe. Je vais faire des courses, veux-tu venir? Questionne Ali. Jamil hésite un instant. Ne va-t-il pas manquer en quittant son poste quelque être charmant qui justement passerait par là? Jamais ses semblables n'ont paru à l'enfant difficile d'atteinte. Aimables ou pas, ils sont aussi insaisissables que des djinns. À peine les a-t-on vus qu'ils disparaissent aussitôt vers des occupations d'eux seuls connues, et dans lesquelles Jamil n'a pas de place. Mais peut-être justement leur vie se déroule-t-elle dans ce labyrinthe de ruelles que Jamil n'a pas osé aborder, et que son père l'invite à découvrir. Il doit se faufiler dans leur univers, participer à leur existence, être celui que l'on cherche, celui vers qui l'on court, celui que l'on demande. Les petites rues voûtées, tout en escalier, les minuscules placettes et les impasses mystérieuses se révèlent l'une après l'autre, vides d'aventure. Pas plus à la boucherie que chez la boulangère, les enfants entreaperçus n'offrent une faille à Dajmil par laquelle ils pourraient se glisser dans leur vie. On ne le voit pas ou bien le regard glisse sur lui sans s'attarder, au point que Jamil doute d'être là. Pour se rassurer, il se tourne vers le monde des adultes, vers son père. 86-87. Son entrée à l'école devrait résoudre son problème. Ali se force à la gravité, mais les trois autres sont très excités. C'est le grand jour pour Jamil, et c'est aussi un peu le leur. L'enfant est fier de son importance, pourtant inconsciemment, la fièvre de ses amis le remplit d'appréhension. Dans le passé, l'école représentait pour lui une occupation plutôt ennuyeuse mais banale. Si la rentrée entraînait une certaine émotion, les adultes en tout cas ne s'en souciaient guère. Jamil est porteur d'un espoir qui l'inquiète. Espoir de quoi? De forcer les portes et les cœurs des villageois? Depuis la mère déconvenue subie l'autre jour à l'épicerie, l'enfant ne croit plus que ce soit possible. Prendre une revanche sur le dédain, l'indifférence, le dénuement? Mais pour l'instant, Jamil rêve amitié et non vengeance. 95. Le chouan, c'est le nom du maître, l'accueille gentiment. Les enfants, vous avez donc un nouveau camarade. J'espère que vous serez aussi gentils avec lui que vous l'êtes entre vous. Jamil est en quelque sorte un hôte de notre pays, et en lui réservant un bon accueil, non seulement vous remplirez un devoir, mais vous ouvrirez votre esprit. Puisque nous avons à présent une leçon de géographie, nous allons effectuer exceptionnellement un petit voyage vers l'Algérie, pour faire connaissance avec le pays de Jamil. Pourquoi, mais pourquoi donc les choses sont-elles aussi compliquées? Pense Jamil. 102. Voici bientôt une semaine que Jamil est à l'école. Les jours s'écoulent et son univers ne lui semble pas plus cohérent. La classe est une minuscule brèche dans la carapace du village, mais si petite que l'enfant ne peut entrer. Il n'est plus tout à fait dehors, il n'est pas dedans non plus. Jamil pourtant, opiniâtre, s'acharne à trouver une place dans le puzzle de ce nouveau monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.